Voici les 3 morts les plus mystérieuses de la planète. L'affaire du col Dyatlov. Nous sommes en ex-URSS en 1959. À la fin du mois de janvier, 9 étudiants et un professeur de l'Institut Polytechnique de l'Oural se lancent dans une expédition de 14 jours à travers la Sibérie. Objectif, parcourir 320 km dans des conditions extrêmes, jusqu'à moins 30 degrés. Le groupe est expérimenté et prend la route sans hésiter. Après plusieurs jours de marche, l'un des jeunes abandonne. Il souffre d'engelures au doigt et doit rebrousser chemin. Mais ce qu'il ignore à ce moment précis, c'est qu'il ne reverra plus jamais ses camarades vivants. Le 1er février, une tempête approche et le groupe décide d'installer son campement sur une pente abritée du vent. Le but, passer la nuit protégée pour continuer l'expédition. Mais dans l'obscurité glaciale, quelque chose va se produire. Quelque chose que personne ne comprendra jamais. Et le groupe ne terminera pas son expédition. Ne les voyant pas revenir, les autorités partent à leur recherche. Et ce qu'elles découvrent sur place les laisse sans voix. Le campement est retrouvé vide et dévasté. Les corps sans vie des victimes sont éparpillés à divers endroits et certains ont le crâne brisé, quand d'autres sont entièrement ou partiellement dévêtus. Certaines victimes ont même les yeux et la langue arrachés. Une chose est sûre, tous ont été surpris par quelque chose d'extrêmement violent au milieu de la nuit et ont fui un danger imminent. Pendant des années, les hypothèses les plus folles circulent, et ces militaires secrets attaquent d'un Yeti, conflit en interne qui aurait mal tourné, mais rien n'explique les blessures, ni la panique, ni les incohérences. En 2021, les autorités russes concluent à une avalanche, mais cette version ne convainc ni les familles, ni le grand public. Trop d'éléments ne collent pas. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, l'affaire du col Dyatlov reste un mystère total. L'immeuble maudit. Nous sommes en France, en 2023. Dans la petite ville d'Aucanville, près de Toulouse, un huissier de justice sonne à la porte d'un homme de 48 ans qui vit dans un immeuble de l'impasse Charles Perrault. Il est là pour récupérer l'argent de nombreuses factures impayées. Il sonne une fois, pas de réponse. Il sonne une deuxième fois, toujours pas de réponse. Face à ce silence, il décide d'appeler un serrurier pour forcer la porte. Et ce qu'il découvre va le hanter longtemps. Une odeur irrespirable emplit l'appartement. Il s'avance vers la chambre. Et là, il tombe sur le corps sans vie d'un homme allongé sur le lit. Seule la peau de son visage est encore visible. Le reste du corps, des os. Et autour de lui, tout est recouvert de poussière. Le médecin légiste est formel, il est mort depuis près de 2 ans et personne n'a rien remarqué. Ce décès tragique choque les habitants de la résidence. Mais très vite, une question glaçante surgit. Et si ce n'était pas un cas isolé ? Car depuis 1 an, 5 autres hommes sont morts ici, tous dans des circonstances différentes, mais tous dans le même immeuble. Ce nouveau décès relance une rumeur qui court au sein de la résidence. Le bâtiment serait maudit. Certains affirment entendre des pas, des chuchotements et des bruits sourds sous les toits en pleine nuit, quand d'autres disent ne plus dormir, persuadés qu'il y a quelque chose dans l'immeuble. En octobre, 1 mois avant la macabre découverte, plusieurs locataires ont fait appel à un voyant. Mais au lieu de les rassurer, il a tout aggravé. Selon lui, des âmes errantes seraient coincées dans l'immeuble. Depuis, certains vivent dans la peur et se demandent quel prochain drame va survenir dans cet immeuble. Les disparus de Fontainebleau. Nous sommes à Fontainebleau en 1988. Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, un jeune couple de 25 ans, vivent à Saint-Mandé, au sud-est de Paris. Le matin du 31 octobre, il fait bon, les températures sont clémentes et ils décident de partir pique-niquer dans la forêt de Fontainebleau avec leurs chiens. Avant d'arriver à la forêt, le couple se gare sur un parking en bordure de la Nationale et plus personne ne les reverra vivants. Le soir, des amis les attendent pour dîner, mais le couple ne rentre pas. Inquiets, ils alertent la gendarmerie. Très vite, leur disparition est prise au sérieux. Et dans les jours qui suivent, plusieurs battues sont organisées dans le bois pour les retrouver. Mais rien, aucune trace, comme s'ils s'étaient évaporés. Tout bascule 2 mois et demi plus tard, le 10 janvier 1989. Sous un tas de branchages, des chiens de chasse découvrent les corps sans vie de Gilles Naudet, d'Anne-Sophie Vandamme et de leurs chiens. Empilés les uns sur les autres, les corps sont criblés de balles. Certains tirs ont été effectués à bout portant, dans la nuque. Pour les enquêteurs, pas de doute, il s'agit d'une exécution. Mais l'analyse des corps révèle un détail troublant. Ils n'ont pas été tués là. Ils ont été déposés récemment. Quelqu'un a gardé les corps pendant des semaines avant de les ramener. Mais alors, qui a bien pu s'en prendre à ce couple en apparence sans histoire, qui devait se marier dans les mois à venir ?
Plusieurs pistes émergent. La première est celle d'un accident de chasse. Une autre hypothèse attire l'attention des enquêteurs. Gilles Naudet a souvent été confondu avec le fils du président égyptien de l'époque, Hosni Moubarak, qui possédait une maison très proche de ses parents. Il est possible que quelqu'un ait confondu les deux hommes et que Gilles ait été tué à la place d'Alaa Moubarak. Le doute plane. Mais 10 ans plus tard, en 1999, coup de théâtre. Un jeune homme avoue le double meurtre et affirme l'avoir commis avec son père et un ami. Mais il se rétracte et faute de preuves, il est acquitté en 2001. Depuis, l'affaire est gelée, le mystère intact et les familles toujours sans réponse.